Bonjour à tous. Ça y est, on a réussi à partager l'écran. Donc voilà, on a laissé quelques minutes à tout le monde arriver et à nous de gérer les derniers soucis techniques. On va pouvoir commencer. Moi, je suis le docteur Sophie Nambeau. Je suis généticienne au CHU de Dijon et au CGFL avec une balance sur l'activité d'oncogénétique. Et je vais présenter avec Amandine Baudouin, qui est conseillère en génétique. Bonjour. Qui nous fera une partie de la présentation avec moi. Et on voulait vous faire un point sur voilà, les critères d'analyse oncogénétique constitutionnelle qu'on peut proposer, avec notamment un point sur notamment les thérapies ciblées qui sont sorties ces dernières années, les inhibiteurs de PARP. Et je vous demanderai, enfin du coup, la présentation sera enregistrée, vous pourrez la voir en replay sur le site de l'OncoBFC. On pourra aussi vous partager le diaporama parce qu'il y a pas mal de critères pour différentes prédispositions. Donc, ça peut être bien de l'avoir en support. Et on pourra échanger. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de la présentation. On a prévu un temps de 35-40 minutes de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on prendra tout à la fin. Et pour une meilleure bande passante, je vous demanderai de couper les caméras, au moins pendant la présentation, et de couper les micros pendant qu'on présente. Mais après, pas de souci pour tout réouvrir pendant la discussion. Alors, pour vous donner un aperçu de la présentation, donc pour vous présenter un peu le plan de la présentation, on va faire un point sur le circuit, le déroulé de la consultation d'oncogénétique. Après, on fera un point sur les différents critères d'indication de test et un point particulier sur les critères dans le domaine theranostique. Donc, je laisse la parole à Amandine Baudouin. Je vais passer sur le... Alors, du coup, pour reprendre les informations sur la consultation initiale, il faut savoir qu'il va y avoir deux grandes situations. La première situation, c'est celle dans laquelle on va recevoir des patients en consultation qui ont soit des antécédents personnels de cancer qui peuvent faire suspecter une prédisposition génétique en particulier, soit qui ont d'autres antécédents dans la famille qui, pareil, nous mettraient un petit peu la puce à l'oreille. Il faut savoir que dans cette situation-là, l'analyse génétique, on va plutôt la lancer en premier lieu chez la personne de la famille qui présente le cancer à l'âge le plus jeune, parce que c'est vraiment chez cette personne qu'on va soupçonner le plus un facteur génétique. Et la deuxième grande situation qu'on va rencontrer en consultation, c'est celle des personnes qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont pas présenté de cancer personnellement, mais qui appartiennent à une famille dans laquelle on a retrouvé une anomalie génétique. Donc, nous, on appelle ça une variation délétère, mais ça peut aussi être une variation probablement délétère. La classification, elle n'est pas forcément si claire que ça, mais quand c'est probablement délétère, on va également tester les apparentés parce qu'il y a vraiment une probabilité que cette variation soit pathogène de plus de 95%. Et donc, qui est-ce qui réalise ces consultations? Eh bien, ça va être les généticiens ou les conseillers en génétique. Donc, en tant que conseiller en génétique, on n'est pas du tout médecin, mais on travaille sous la responsabilité des médecins généticiens. On a le droit de prescrire sous leur délégation. Par contre, si jamais il y a besoin d'un examen clinique, par contre, on ne va pas pouvoir le faire, donc on va plutôt les réorienter vers un médecin généticien. Alors, du coup, la consultation initiale, comment est-ce qu'elle va se dérouler? Eh bien, dans un premier temps, on va reprendre l'histoire personnelle du patient, avec quel cancer il a présenté, à quel âge, et puis on va construire son arbre généalogique à partir d'un questionnaire qu'on leur a envoyé en amont de la consultation. Et si jamais une analyse génétique est indiquée chez le patient, on va vraiment prendre le temps de lui donner une information complète et adaptée, notamment sur la génétique de manière générale, sur ce que c'est, sur les enjeux de l'analyse, au niveau personnel, mais aussi familial, hein, notamment avec l'obligation légale d'informer les autres membres de la famille si jamais on retrouve une anomalie, et puis bien sûr aussi les limites de cette analyse. Donc, si le patient est d'accord pour initier cette analyse, eh bien, on va pouvoir la réaliser directement après la consultation, à partir d'un prélèvement sanguin et après avoir signé un consentement libre et éclairé. Parfois, les patients, après leur avoir donné toutes les informations concernant cette analyse, souhaitent prendre un délai de réflexion
ou bien peuvent être un petit peu réticents justement par rapport à cette obligation d'informer la parentèle. Et donc, ils peuvent soit refuser l'analyse, soit revenir un petit peu vers nous plus tard. Et puis, bien évidemment, comme ce n'est pas une analyse qui est très simple, on propose un petit peu systématiquement un accompagnement psychologique si nécessaire. Donc, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, depuis 2013, il existe en fait une loi d'information à la parentèle qui oblige les patients d'informer les apparentés au premier degré si jamais on identifie une variation pathogène ou probablement pathogène dans un gène qui pourrait conduire à des mesures de prévention ou de soins. Parfois, le patient ne souhaite pas informer lui-même ses apparentés, soit parce qu'il a de mauvais contacts ou pour d'autres raisons. Et dans ce cas-là, il peut choisir de nous déléguer cette information et on va transmettre à ses apparentés un courrier anonyme par lettre accusée réception, si bien sûr le patient a les coordonnées. Alors, il y a un cas particulier, celui du diagnostic présymptomatique. C'est celui dans lequel on va déterminer le statut génétique d'une personne qui n'a pas présenté de cancer, mais en fonction de ses résultats, peut-être qu'il sera plus à risque d'en présenter un par la suite. Donc ça, c'est possible uniquement quand on identifie une variation pathogène ou probablement pathogène dans une famille. Comme c'est assez particulier, il y a un impact psychologique qui n'est pas à négliger. Donc, classiquement, dans nos consultations, on va introduire une consultation avec une psychologue. Et puis, chez les mineurs, il peut y avoir de rares cas dans lesquels on va proposer le test ciblé, mais c'est vraiment exceptionnel. Ça peut, par exemple, être le cas dans le syndrome de Li-Fraumeni, en fonction de la variation génétique qui est identifiée. Il faut savoir que cette analyse, elle va être plus rapide que chez le cas index, parce qu'en fait, on sait déjà quelle est l'anomalie qu'on va rechercher. C'est une analyse qui est ciblée et donc ça met beaucoup moins de temps. Et puis, bien sûr, réaliser cette analyse dans le cadre du diagnostic présymptomatique, c'est fait dans un encadrement législatif qui est strict et qui ne peut se faire uniquement dans des centres pluridisciplinaires qui sont déclarés à l'Agence de biomédecine. Alors, bien sûr, après avoir initié une analyse génétique, on va toujours systématiquement rendre le résultat en consultation au patient, peu importe le résultat, que ce soit positif ou négatif. Donc, on rend toujours au patient avant d'informer ses médecins, sauf cas exceptionnel où il y a besoin d'avoir le résultat pour la thérapeutique. Si jamais l'analyse génétique retrouve une variation pathogène, eh bien, on va prendre le temps à nouveau avec le patient pour lui expliquer les conséquences de la découverte de cette anomalie chez lui. Donc, à la fois le risque qui va être associé pour lui-même, ce qui va en découler en termes de surveillance, éventuellement de proposition de chirurgie préventive, etc. On va toujours rester impliqué dans son suivi. Par exemple, on va orienter le patient vers des consultations pluridisciplinaires. On va régulièrement le relancer pour savoir s'il ne rencontre pas des difficultés dans la mise en place de ces examens-là. Et puis, on lui propose systématiquement un suivi psychologique à nouveau si nécessaire. On va aussi prendre le temps en consultation de discuter de l'information à la famille. Donc, expliquer au patient qui va être concerné en premier lieu par la découverte de cette anomalie, savoir un petit peu avec lui comment est-ce qu'il souhaite qu'on informe sa famille, est-ce qu'il s'en charge lui-même, est-ce qu'il souhaite qu'on le fasse nous-mêmes. Et puis, si nécessaire, on peut aussi communiquer les coordonnées des services de génétique les plus proches des autres membres de la famille pour faciliter leur démarche. Et puis, la consultation de résultats peut aussi être là pour proposer aux patients des études de recherche. En cas de résultat négatif, donc si on n'identifie aucune anomalie génétique, pour des cancers qui peuvent être un peu plus fréquents, type cancer du sein, cancer colorectal, on va systématiquement proposer des recommandations de surveillance pour le patient et ses apparentés. On peut pour cela se baser sur un calcul de risque résiduel BODICEA.
On va parfois avoir besoin de compléter les analyses par des analyses somatiques. Ça permet d'avoir un petit peu le plus d'éléments possible pour pouvoir moduler la surveillance du patient. Et puis, dernier cas possible, c'est lorsqu'on identifie ce qu'on appelle des variants de signification inconnue. Donc, c'est des variations dans des gènes, mais qu'on ne sait pas très bien interpréter à l'heure d'aujourd'hui. On ne sait pas dire quels sont réellement les risques de cancer qui sont associés. Donc, dans ces cas-là, on ne propose pas de tests génétiques aux autres membres de la famille, mais on maintient aussi des recommandations de surveillance en fonction des antécédents déjà existants. Et il faut savoir, bien évidemment, que pour ces variants de signification inconnue, on ne retient jamais d'indication de chirurgie de réduction de risque parce que la plupart de ces variants, ils sont finalement reclassés par la suite en variants plutôt bénins, donc qui ne sont pas en lien avec une augmentation de risque de cancer. Dans tous les cas, pour nous aider à avancer dans la classification de ces variants, il va y avoir différentes choses qui peuvent être réalisées, par exemple des études de ségrégation dans les familles, savoir est-ce que d'autres personnes ayant présenté des cancers sont aussi porteuses du variant ou pas, ou alors faire des tests fonctionnels pour avancer. Donc, je laisse la parole au docteur Nambla pour reprendre la suite. Merci, Amandine. Alors, donc je vais déjà vous faire un point sur les critères d'analyse génétique dans un cadre de prédisposition, d'antécédents familiaux, pas du tout à visée thérapeutique. Donc, c'est les critères classiques. Donc, c'est jamais, c'est un petit peu indigeste, mais du coup, vous aurez le diaporama. Pour les cancers du sein, nous, on retient une indication d'analyse quand il y a au moins 3 cas dans la famille, chez des apparentés au premier ou au deuxième degré passant par un homme. Au deuxième degré passant par un homme, ça c'est vraiment important. Et dans la même branche parentale, s'il y a un cancer du sein côté maternel et 2 côté paternel, on ne peut pas juste additionner les cas. Il faut que ça concerne une même branche biologique familiale. Après, ça peut être 2 cas de cancer du sein, dont un avant 50 ans, chez 2 apparentés ou chez la même personne pour un bilatéral. Un cas de cancer du sein avant 40 ans ou chez un homme, ça c'est d'emblée une indication d'analyse. Un cas de cancer du sein triple négatif avant 70 ans aussi. Et un cancer du sein associé à un cancer de l'ovaire, quel que soit l'âge, ça c'est une indication d'analyse pour nous. Pour les carcinomes lobulaires, c'est moins fréquent. Les critères sont un peu plus larges avec 2 cas de cancer lobulaire qui surviennent avant 50 ans ou un bilate dont un avant 70 ans. Et souvent, ça peut être associé à un carcinome gastrique de type diffus lié à une mutation, une variation dans le gène CDH1. On y reviendra après dans le cadre des cancers gastriques. Et à noter que nous, on ne prend pas en compte les carcinomes lobulaires in situ, qui a priori ne sont plus considérés comme des cancers, mais comme des lésions précurseurs. Et donc, dans ce décompte de 4 cancers du sein dans la famille, on prend en compte que les lobulaires infiltrants. Pour le cancer de l'ovaire, un cas de cancer de l'ovaire isolé sans antécédents familiaux, c'est avant 70 ans qu'on fera le test génétique. Sinon, un cas de cancer de l'ovaire avec antécédent de cancer du sein ou de l'ovaire, quel que soit l'âge, là, on fera l'analyse. Et là aussi, petite parenthèse histologique, ça ne concerne pas les adénocarcinomes séreux de bas grade ou les tumeurs borderline pour une physiopathologie non liée à BRCA. Par contre, pour les cancers de l'ovaire mucineux, il y a un petit pourcentage qui peut être lié à une mutation dans le gène BRCA1 ou 2. Donc pour cela, on fera aussi une analyse génétique. Pour les cancers de la prostate, si on a au moins 3 cas dans une même branche parentale, on fera l'analyse génétique, ou au moins 2 cas, dont un avant 55 ans ou un avant 50 ans, ou pour les formes sévères, Gleason 8 d'emblée ou métastatique d'emblée avec des antécédents familiaux, sein, ovaire, prostate, quel que soit l'âge, là aussi, on pourra faire l'analyse génétique constitutionnelle. Je vous ai mis un rappel du suivi qui est recommandé pour les femmes avec une variation à risque d'un BRCA1 ou 2, avec une surveillance mammaire, notamment clinique, qui débute dès l'âge de 20 ans, un examen 2 fois par an, et des examens d'imagerie qui débutent à partir de l'âge de 30 ans, avec la mammographie et l'IRM chaque année. L'IRM, elle est recommandée jusqu'à 65 ans. Après, c'est une histoire de densité mammaire où l'examen n'est plus aussi performant, mais on maintient la mammographie chaque année. Et en alternative, une mastectomie bilatérale préventive peut être proposée à ces femmes avec variation dans le gène BRCA1 ou 2 à partir de l'âge de 30 ans.
Et au niveau ovarien, il n'y a pas d'examen d'imagerie à faire pour la surveillance. C'est un examen clinique pelvien annuel qui est recommandé et une chirurgie préventive à partir de l'âge de 40 ans pour BRCA1 et 45 ans pour BRCA2. Pour les femmes qui ont eu un cancer du sein dans le cadre d'une variation BRCA, c'est la même surveillance avec juste une petite subtilité au niveau des gestes chirurgicaux dont la pertinence devra toujours être mise en balance avec le pronostic du cancer, la probabilité d'évolution entre 3 et 5 ans. Tout ça, c'est à discuter avec le chirurgien gynécologique. Et que voilà, pour certaines patientes, c'est à pondérer en fonction de l'évolution, en fonction de est-ce qu'il y a eu une autre chirurgie, notamment au niveau des annexes avant. Mais sinon, sur les âges et les recommandations, ça reste la même chose. Et à noter qu'il y a une surveillance prostatique pour les hommes porteurs d'une variation dans le gène BRCA1 ou 2 qui est recommandée à partir de l'âge de 40 ans pour BRCA2 avec examen clinique annuel et PSA annuel et à partir de 45 ans pour BRCA1. C'est l'inverse par rapport à l'ovaire. Voilà, je passe au digestif, qui est aussi un motif de consultation assez fréquent chez nous, notamment pour une suspicion de syndrome de Lynch, qui inclut dans les atteintes les plus fréquentes le cancer colorectal, le cancer de l'endomètre, le cancer des voies urinaires supérieures et de l'intestin grêle. Mais on rencontre aussi souvent des cancers de l'ovaire, des cancers des voies biliaires, des cholangiocarcinomes. Quand il y a une atteinte cérébrale, on l'appelle syndrome de Turco, mais c'est aussi dû à une altération d'un des gènes MMR. Quand il y a une atteinte cutanée de type sébacé uniquement, on l'appelle syndrome de Murtor. Et il y a eu des études récentes qui ont montré qu'il y avait un enrichissement de cas de sarcome dans les familles avec syndrome de Lynch, notamment des rhabdomyosarcomes pléiomorphes. Donc, y penser aussi, si on a des antécédents digestifs avec sarcome, ça peut être évocateur. Les indications d'analyse génétique constitutionnelle sont vraiment guidées par ce qu'on trouve au niveau de la tumeur, au niveau dans le cadre du syndrome de Lynch. Et donc, c'est recommandé maintenant par l'INCAD en 2021 de effectuer une recherche d'instabilité des microsatellites et une immunohistochimie des protéines MMR. Les deux vraiment sont complémentaires et importantes à faire, surtout cancer colorectal, cancer œsogastrique, de l'intestin grêle, l'endomètre, l'ovaire, les voies urinaires, les tumeurs cutanées, quel que soit l'âge, parce que ça apporte vraiment des informations pour orienter l'indication d'analyse génétique ou non, et aussi pour la mise en place des traitements, notamment l'immunothérapie, dans le cadre du cancer colique. Idéalement, c'est bien de faire ces analyses avant radiothérapie ou chimiothérapie parce que ça peut modifier les résultats. On peut avoir des faux négatifs, notamment dans le cadre des cancers rectaux, après radiothérapie, qui peuvent être MSS, alors qu'ils étaient initialement MSI. Ça peut être parce qu'il y a moins de cellules tumorales après radiothérapie et donc il y a plus de cellules MSS qui ressortent. On peut avoir des faux positifs en IHC avec MSH6 dans les cancers rectaux après chimiothérapie. Et de faire l'immunohistochimie seule, ça peut être un peu trompeur parce qu'on peut avoir une variation dans un gène MMR qui est une variation, ce qu'on appelle faux sens. Donc la protéine est produite, certes, elle n'est pas produite de manière normale et fonctionnelle, mais elle est quand même présente, donc elle est quand même détectée en immunohistochimie. Donc on peut avoir une immunohistochimie normale avec expression des 4 protéines, alors qu'il y a quand même une variation génétique à risque de syndrome de Lynch. Et c'est le RER, l'instabilité des microsatellites, qui nous conduira à aller un petit peu plus loin dans les analyses. Si on ne peut pas avoir ces études tumorales parce que l'échantillon n'est pas de bonne qualité, parce qu'il n'y a pas eu de chirurgie, on peut se baser sur les antécédents familiaux. Et là, nous, on se réfère aux critères d'Amsterdam, où quand il y a au moins 3 sujets atteints dans la famille de cancer du spectre du syndrome de Lynch, avec 2 générations successives touchées, 2 personnes qui sont quand même assez proches sur le plan familial et au moins une atteinte avant 50 ans, sans polypose adénomateuse, là, on peut aussi lancer l'analyse génétique. Mais c'est un peu moins clair que le cancer du sein, ça pose souvent discussion. En tout cas, ce qu'on retient pour l'analyse, c'est devant tout cancer du spectre de Lynch qui a un phénotype MSI ou une anomalie en immunohistochimie, quel que soit l'âge, on peut lancer l'analyse génétique constitutionnelle. Petite exception pour les cancers qui ont une perte d'expression MLH1 en immunohistochimie et une hyperméthylation du promoteur MLH1 ou une mutation BRAF, ça c'est un phénotype génétique acquis et du coup il n'y a pas du tout de prédisposition à rechercher.
Et nous, on n'a pas besoin de voir ces patients en consultation. Pour un monsieur qui a un cancer du côlon à 60-65 ans avec perte mélacha, mais hyperméthylation, et ben nous, on n'aura pas d'indication à le voir. À moins qu'il y ait d'autres antécédents très, très jeunes et évocateurs d'autres choses. Et quand on n'arrive pas à avoir le phénotype tumoral ou quand le phénotype est stable, mais qu'on a un cancer assez jeune, par exemple un cancer avant 40 ans, ou deux tumeurs, dont une avant 50 ans chez la même personne, ou 3 tumeurs du spectre chez la même personne, là on se dit que quand même ça vaut le coup d'aller creuser quand même. Et pareil, s'il y a des antécédents familiaux et puis qu'on n'arrive pas à avoir toutes les infos tumorales, ils peuvent être au moins adressés en génétique. Et nous, après, on essaie vraiment de mener l'enquête, d'accéder au dossier des apparentés pour récupérer les histologies, les phénotypes RER, les immunohistochimies. Petit point sur le cancer gastrique diffus, qui a des critères particuliers, parce qu'on rentre dans le cadre du spectre du gène CDH1, qui peut associer des cancers gastriques de type particulier, diffus, et un cancer du sein de type lobulaire, plus ou moins des cas de fente labiale ou palatine, mais bon, qui restent assez rares. Moi, je n'ai pas vu de patient encore avec mutation CDH1 et fente. Voilà, je vous ai remis tous les critères, mais comme ça, vous pourrez les avoir sous la main. Ils sont un peu durs à retenir par cœur. Les polyposes aussi, il y a beaucoup de critères pas très digestes, mais on se base sur un nombre de polypes adénomateux principalement. Donc, s'il y a plus de 15 polypes, quel que soit l'âge, il y a une indication à faire une analyse génétique. Et après, entre 5 et 14 polypes, il faut que ce soit associé à d'autres critères, des âges précoces, des antécédents familiaux, des localisations un peu atypiques au niveau gastrique, des lésions sébacées multiples. Dans le cadre de polypes au niveau gastrique, c'est pas très fréquent, donc ça vaut le coup de creuser côté génétique. Pareil pour les polypes de type amartomateux. Et pour les tumeurs desmoïdes ou les hépatoblastomes, c'est vrai que ça peut rentrer dans le spectre du gène APC, associé à la polypose adénomateuse familiale. Mais si en tumoral, il y a une mutation de la bêta-caténine, ça ne sert à rien de rechercher en plus une variation du gène APC parce que les deux sont mutuellement exclusifs. Donc, on ne peut pas avoir une mutation dans chaque gène. Donc, nous, on verra que les hépatoblastomes sans mutation de la bêta-caténine pour rechercher une variation du gène APC. Là, je vous ai mis les arbres décisionnels qui résument quand même pas mal ces critères et qui sont issus du groupe Génétique et Cancer, qui est le groupe d'oncogénétique national qui a établi ces critères de test. Donc ça, c'est pour les cancers du spectre de Lynch et là, c'est pour les polyposes. Je vous ai mis les références des articles sur lesquels je me suis basée, donc les recommandations du groupe Génétique et Cancer. Et en bas, c'est la publication de l'INCa sur l'évaluation du statut tumoral MR, qui est pas mal faite, qui est une bonne synthèse, qui est sortie en 2021. J'ai mis aussi le rappel de la surveillance qui est recommandée en cas de variation dans l'un des gènes MMR, la surveillance digestive évidemment à partir de 20-25 ans, par coloscopie avec chromandoscopie tous les 2 ans et par fibroscopie tous les 4 ans. Il n'y a pas de chirurgie préventive vraie qui est recommandée, mais c'est à discuter en fonction de l'étendue de l'atteinte, du nombre de polypes, mais il n'y a pas de chirurgie préventive comme pour l'ovaire par exemple. Et s'il y a des antécédents de cancer du grêle ou un saignement inexpliqué, on peut aller à la vidéocapsule, mais ce n'est pas systématique. Pareil, en cas d'antécédent de cancer du pancréas dans la famille, on recommandera une surveillance par écho-endoscopie et IRM pancréatique en alternance tous les ans, un coup l'un, un coup l'autre, à partir de 45 ans, mais ce n'est pas une surveillance systématique à mettre en place. Le risque est quand même faible dans le cadre du syndrome de Lynch par rapport au risque de cancer du côlon. La surveillance gynécologique, évidemment, avec l'échographie endovaginale à faire chaque année. Et nous, on recommande de faire tous les 2 ans la pipette de Cornier pour les prélèvements, dès l'âge de 30 ans. Et par contre, là, la chirurgie préventive est recommandée, notamment au niveau de l'endomètre et des ovaires, à partir de 40 ans. Une prise de sang annuelle. Désolée, on a une coupure de toute la connexion et du micro en particulier. Alors, je reprends ma souris là. Donc, je faisais un point sur la surveillance urinaire qui est recommandée dès l'âge de 40 ans et qui dépend de la présence d'antécédents familiales des voies urinaires ou de variations dans le gène MSH2 où il y a un risque un peu plus important de cancer des voies urinaires.
avec ce gène. Et donc, vous voyez, il y a 3 niveaux de surveillance selon le dossier du patient qui est recommandé. Après, je vous ai mis les critères aussi pour les cancers du pancréas, mais pour lequel il n'y a pas de recommandations aussi bien établies que pour le cancer du sein ou du côlon. Donc ça, c'est les critères qu'on utilise chez nous. S'il y a un cas avant 50 ans ou 2 cas chez des apparentés au premier degré, pour nous, c'est une indication à faire l'analyse du panel de gènes associés au cancer du pancréas. Et après, j'ai mis les critères pour des syndromes beaucoup plus rares, le syndrome de Pudge-Jaeger, où il y a souvent des signes cutanés, des polypes de type amartomateux qu'on retrouve, voilà, qui peuvent mettre la puce à l'oreille, mais le gène STK11 associé à ce syndrome est de toute façon inclus dans le panel digestif, donc il est analysé pour toute suspicion de polype. Et le syndrome de Coden, qui est aussi pas très fréquent et pour lequel on peut retrouver souvent une macrocéphalie ou des atteintes thyroïdiennes, des mastopathies avec pas mal de choses à la mammographie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était juste pour vous les montrer. Et je voulais faire un point sur le syndrome de Lifromini parce que c'est assez important en termes de prise en charge. Notamment, il y a une contre-indication à la radiothérapie en cas de mutation dans le gène TP53 et de contre-indication aux mammographies parce qu'il y a un risque de cancer radio-induit. Donc, c'est important de déterminer le statut chez les patients où il y a une suspicion de liphromanie avec des atteintes qu'on retrouve notamment à type de sarcome, de tumeur cérébrale, de corticosurrénalome, de cancer du sein très précoce, vers 31-35 ans. Et voilà, donc je vous ai remis les critères aussi pour information. Après, j'ai balayé un peu toutes les prédispositions qu'on peut avoir, mais sachez que pour les mélanomes, pour les cancers du rein, il y a des panels aussi qui sont disponibles. Et pareil, ça reste sur des atteintes plutôt précoces, plutôt familiales ou associées à des signes atypiques. Pour les tumeurs neuroendocrines, il y a les néoplasies endocriniennes multiples de type 1, de type 2 qui peuvent être analysées, des arbres décisionnels qui orientent plus ou moins vers un gène ou pas, mais pareil, ça marche par analyse en panel. Donc, tous les gènes pouvant donner des tumeurs neuroendocrines en général sont associés dans le même temps. Pour les cancers médulaires de la thyroïde, on pense tout de suite au gène RET et qu'on teste quel que soit l'âge de survenue, quels que soient les antécédents familiaux. Pour les cancers thyroïdiens de type papillaire, folliculaire, depuis peu, il y a quelques gènes qui ont été identifiés et qu'on peut tester devant une atteinte précoce avant 30 ans ou des atteintes multiples dans la famille. Et voilà, j'en ai fini pour les prédispositions familiales et je voulais vous faire un point sur ce qui est arrivé ces dernières années avec le développement des inhibiteurs de PARP qui a pas mal modifié nos circuits et puis nos types de prescriptions, où là on se base vraiment sur le type de tumeur présentée par les patients et pas seulement sur les antécédents familiaux. Donc je les ai séparés en 2 groupes avec déjà les cancers pour lesquels l'AMM repose sur la présence d'une variation BRCA1 ou 2 constitutionnelle, où vraiment on ne peut pas se passer de l'analyse constitutionnelle et du coup de la consultation. Ça concerne le sein et le pancréas. Donc pour le sein, il y a 2 situations qu'on va voir en détail, les triples nègres et les RH+, HER2-. Et pour les cancers du pancréas, c'est les adénocarcinomes métastatiques avec mutation, variation germinale BRCA1 ou 2 qui sont concernés, sans signe de progression après 16 semaines de chimiothérapie. Et voilà. Mais je vais faire plus un point détaillé sur le cancer du sein. Pour les cancers du sein triple négatif pour lequel une chimiothérapie néoadjuvante est indiquée, il y a une indication d'inhibiteur de PARP s'il n'y a pas de réponse histologique complète. Mais du coup, nous, on a acté au CGFL et au CHU de tester dès le début de la prise en charge, j'aimerais bien mettre ma souris, voilà là, dès le début de la chirurgie, ces patientes, parce que c'est des situations qui restent assez rares avec des tumeurs assez agressives. Et si on est obligé d'attendre le critère de réponse histologique au moment de la chirurgie, ça laisse peu de temps pour prévoir la consultation et faire l'analyse génétique. Donc nous, on est OK pour recevoir toute patiente avec cancer du sein triple négatif en situation néoadjuvante pour lancer le panel génétique. Et pour les situations adjuvantes, et ben là, on sait dès la chirurgie si le cancer fait plus de 20 mm ou s'il y a un envahissement des ganglions, il y aura une indication à mettre en place des inhibiteurs de PARP. Donc,
pareil, on peut voir ces patientes là quand on a ces critères. Et pour les patientes RH+, HR2-, pareil, deux situations en néoadjuvant. Un peu même chose, au moment de la chirurgie, si on voit qu'il n'y a pas de réponse histologique complète ou que les scores CPS-EG, qui sont des scores très cliniques que je maîtrise peu, supérieurs ou égal à 3, il y a une indication aux inhibiteurs de PARP. Mais pareil, ça représente des cas assez particuliers avec des tumeurs très agressives et on est OK, nous, de voir les patientes dès le stade de la chirurgie quand on sait qu'elles sont HER2- et qu'on va commencer par de la chimiothérapie. Nous, on est OK pour les recevoir en consulte et lancer l'analyse génétique pour avoir le résultat à temps avant de décider ou pas de mettre le l'appareil. Peut-être que certaines ne rentreront pas dans les critères complets, mais on préfère faire par anticipation. Et en cas de chimiothérapie adjuvante, pour les RH+, HR2-, il faut qu'il y ait au moins 4 ganglions envahis. Donc là, voilà, quels que soient les antécédents familiaux, si ces critères sont remplis, il y aura une indication d'analyse génétique constitutionnelle. Et pour le cas de l'ovaire ou de la prostate, l'AMM mentionne que la variation en BRCA peut être tumorale ou somatique ou constitutionnelle. Donc là, c'est vraiment important de faire l'analyse tumorale en premier afin de rechercher s'il y a une variation BRCA 1 ou 2. Souvent, l'analyse est plus rapide que l'analyse constitutionnelle. Et après, évidemment, en cas d'échec ou d'impossibilité de l'analyse tumorale, nous, on peut faire l'analyse constitutionnelle et vous pouvez nous les adresser en consultation. Et là, dans un cadre de circuit urgent, si on se rapproche de la mise en place du traitement par PARP et que l'analyse tumorale n'a pas marché comme on voulait. Ensuite, là, je voulais vous montrer un peu les trois circuits de consultation qu'on a mis en place. Donc, le parcours classique pour la recherche de prédisposition familiale quand il n'y a pas d'enjeu thérapeutique ou thérapeutique. Donc, on a un délai de consultation sur Dijon qui est de 2 à 4 mois et après, on peut avoir le résultat de l'analyse en 2 à 3 mois à partir de la prescription. Pour le parcours thérapeutique, on voit les patientes dans un délai de consultation normal, mais on demande l'analyse en urgence qu'on peut avoir en 1 mois. C'est un circuit bien particulier qui a été mis en place au laboratoire. Et pour les cas vraiment urgents, notamment si on suspecte un syndrome de Li-Fraumeni, mais qu'il y a une indication de radiothérapie ou une chirurgie prophylactique, là, c'est une demande de consulte en urgence donc, qui est prévue dans la semaine. Et on demande l'analyse en urgence qu'on peut avoir dans le mois. Et ça, c'est réservé vraiment à des cas particuliers et il ne faut pas emboliser ce circuit qui pourrait prendre la place juste pour avoir une réponse rapide, alors que ça peut être nécessaire de le réserver pour des questions vraiment urgentes. Voilà, donc quelques pistes pour améliorer le circuit parce qu'on se rend bien compte que nos délais de consultation ne sont pas idéaux pour votre prise en charge du patient où vous aimeriez, je pense, avoir les informations génétiques plus rapidement, mais vous voyez que le temps de consultation est assez long et en dehors de l'oncogénétique, on voit aussi en consultation tous les patients avec maladies rares autres. Donc déjà, en oncogénétique, pour limiter les délais de consultation classiques, c'est bien adresser le cas index le plus pertinent, de ne pas adresser une personne asymptomatique. Il y a plein de personnes avec cancer dans sa famille. S'ils sont vivants et qu'ils habitent dans la région, c'est vraiment mieux de les inciter, eux, à venir en consultation génétique en premier. Au niveau thérapeutique, important de penser dans l'ovaire et la prostate à faire l'analyse tumorale en première intention. Et de façon générale, on a mis en place un bon de demande de consultation de génétique pour mieux cibler les demandes, que les secrétaires sachent dès la demande si elles placent la consultation en délai normal ou en délai urgent, et que nous, on sache si on doit lancer l'analyse en urgence à visée thérapeutique ou pas. Et on a pas mal développé les téléconsultations, donc on en fait avec Nevers, mais on l'a aussi développé avec Auxerre ces derniers temps. Et puis les gens sont assez réceptifs. Ça peut être des téléconsultations faites aussi à domicile avec le prélèvement sanguin qui est organisé dans l'hôpital, le CH de proximité. Et on a mis en place des consultations de groupe au CGFL pour informer en une fois une dizaine de patientes qu'on reçoit après rapidement de manière individuelle pour préciser les antécédents familiaux et faire la prescription.
Du coup, on vous a remis sur cette diapositive un petit peu toutes nos coordonnées de notre service, ainsi qu'un petit schéma pour finalement vous rappeler qu'on a un seul service commun sur la région et qu'on se déplace vraiment autant qu'on peut, en tout cas sur les centres hospitaliers excentrés, donc à Châlons une fois par semaine, Mâcon, etc. On vous a tout remis sur cette diapositive. Et puis la dernière, du coup, qui si elle veut bien s'afficher, voilà, reprend un petit peu les activités qu'on peut avoir au sein du service pour vous montrer tout simplement qu'il est vraiment important qu'on puisse voir tous les patients en consultation parce que notamment on peut leur proposer de participer à des études, par exemple l'étude extricant qui nous permet dans certains cas quand il y a vraiment des phénotypes tumoraux qui sont extrêmes, des cancers par exemple du sein qui surviennent à des âges très jeunes pour lesquels on n'identifie aucune anomalie génétique dans les gènes qu'on connaît actuellement, eh bien, on leur propose d'aller un petit peu plus loin pour potentiellement identifier de nouveaux gènes de prédisposition au cancer. On peut également proposer aux patients de participer à d'autres études de recherche qui peuvent être menées par des centres extérieurs. On a mis en place au CGFL un hôpital de jour pour le suivi des patients atteints du syndrome de Li-Fraumeni, vraiment dans une optique de les aider dans la bonne compliance de ce suivi. On fait aussi régulièrement des conférences grand public. Donc, on vous a mis quelques exemples ici. Donc, on rentre finalement tous les patients qu'on voit en consultation dans une base de données, ce qui nous permet de pouvoir les recontacter assez facilement. On a aussi prévu, on l'espère, pour septembre 2024, la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique à destination des patients qui seraient porteurs d'une prédisposition génétique au cancer du sein et de l'ovaire. Et puis, on propose également au CGFL des groupes de parole qu'on intitule Café Muté pour les patientes qui sont atteintes d'une prédisposition génétique au cancer du sein. Pour cette dernière diapositive, je ne sais pas si tu veux Pas de questions. Pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur notre façon de travailler et sur les critères d'indication d'analyse qu'on a aujourd'hui. Voilà, on se base sur les recommandations nationales. Après, ce n'est pas établi pour toutes les prédispositions, donc il peut y avoir des habitudes régionales, mais qui sont sensiblement les mêmes. Et puis après, au moindre doute, vous pouvez nous adresser le patient en consultation et puis nous on en discute entre nous. Mais bon, on est assez large dans les indications. C'est la moindre suspicion, on aime mieux lancer l'analyse. Et puis, pour les réunions de concertation disciplinaire pour les cancers du sein ou de l'ovaire, on met toutes nos conclusions maintenant dans le dossier communicant de cancérologie, le DCC, et qui devrait changer de version, être amélioré, on va dire, évolué d'ici la fin 2024. Et on intégrera aussi les conclusions des RCP digestives. Qui peut adresser des patients les médecins, on a déjà eu des cas de sages-femmes qui adressaient, ouais, des sages-femmes, les médecins essentiellement, les médecins traitants ou les spécialistes qui suivent les patients dans le cadre de leur cancer. C'est habituellement ce qu'on a, mais ça peut être les sages-femmes, si, pour les kinés, oui, pourquoi pas. C'est moins habituel, mais si ça n'a pas été fait avant par le médecin du patient qui a un cas de cancer, ça peut être le kiné. S'il y a voilà, un petit courrier qui explique le contexte, les antécédents du patient et de sa famille qui font suspecter une prédisposition génétique, nous, peu importe. Et voilà, ce sera peut-être plus facile pour vous d'avoir les critères sous la main. Comment on peut récupérer le résultat si les patients refusent d'informer ses apparentés? Eh ben, on ne peut pas aller contre la volonté du patient, malheureusement. C'est lui qui assume la responsabilité de ne pas informer les membres de sa famille de son propre résultat. Du coup, si un des membres de la famille développe un cancer alors qu'il aurait pu être dépisté, surveillé en ayant été testé parce que sa sœur ou son frère, je ne sais pas, a une mutation génétique, ben, il peut se retourner contre lui
devant la justice. Mais après, nous, légalement, on n'a vraiment pas le droit d'informer les membres de la famille d'un patient qu'on a vu en consultation si on ne connaît pas les membres de la famille, si ils n'ont pas été adressés par un autre bien. Et même si le patient initialement a refusé de transmettre ses propres résultats, c'est ses données à lui et on n'a pas le droit. Malheureusement, on ne peut que l'inciter, essayer de le convaincre de l'importance de la transmission de l'information, mais on ne peut pas aller plus loin. Et il n'y a que le prescripteur de l'analyse génétique qui peut recevoir les résultats de l'analyse. Et nous, pareil, légalement, on doit rendre les résultats de l'analyse génétique aux patients avant de les diffuser à tous les médecins qui le prennent en charge, sauf cas exceptionnel quand il y a urgence à transmettre les résultats pour la suite de la prise en charge. Mais dans le cadre des prédispositions où le traitement est déjà en cours, déjà fait, on doit vraiment rendre le résultat au patient qui décide après lui d'informer tel ou tel médecin. On est un peu contraint par ça et des fois ça nous met dans des situations un peu bizarres. On peut les remonter. Sur le bon de demande de consultation, je ne sais pas si tout le monde l'a bien eu. On essaie de le diffuser à chaque demande. Les secrétaires essayent de le renvoyer pour que vous l'ayez bien. Ça fait un petit papier en plus, je suis désolée, mais c'est vraiment important après pour que le patient soit bien orienté, pris en charge à temps, et puis que ça ne sature pas les circuits de consulte ou les circuits d'analyse au laboratoire surtout. Si on demande tout en urgence, après on n'a pas les résultats à temps pour... Pourquoi sur les triple nec, c'est seulement en dessous de 70 ans? Mais ça, c'est en dehors d'un cadre thérapeutique. Le critère d'âge pour les triples négatifs et faire l'analyse génétique, effectivement, c'est avant 70 ans. Après, on se dit que le cancer peut être lié à l'âge et qu'il y a moins de probabilité de trouver un facteur génétique. Mais dans les personnes qui ont une variation dans le gène BRCA1 ou 2, c'est vrai qu'on observe un petit peu plus de cas de cancer triple négatif. Donc c'est pour ça que le seuil est un peu plus haut par rapport au cancer du sein canalaire non triple négatif, où c'est normalement un cas avant 40 ans. Pour les triple neg, on monte un peu jusqu'à 70 ans, mais après, on a moins de probabilité de trouver une variation génétique. En dehors d'un cadre thérapeutique toujours. Enfin, les enjeux et les questions, ils ne sont vraiment pas les mêmes. Voilà, je ne sais pas si vous aviez toutes les notions sur les inhibiteurs de PARP, si vous avez des informations sur les dernières études qui sortent. Je pense que les oncologues sont pas mal mis au courant par les labos. Mais il y a ce nouvel enjeu des analyses génétiques qui a changé vraiment ces 2-3 dernières années. Et on est amené à voir des gens qui n'avaient pas les critères classiques. En tout cas, on diffusera le replay sur le site OncoBFC, puis on enverra aussi le diaporama à la personne qui vous a envoyé l'invitation, Madame Moncrief, qui pourra vous diffuser le diaporama si vous souhaitez pour avoir tous ces critères. Et ça permet de vraiment adresser de manière ciblée les bons patients et d'éviter d'emboliser au maximum, afin que nous, on puisse vous répondre dans les meilleurs délais pour les consultations et c'est le plus confortable autant pour les patients que pour vous, que pour nous. Je ne sais pas s'il y a des points à revoir un peu plus haut. Je remets des infos. Voilà, après ça, c'est vraiment des cas plus rares, plus particuliers. Mais bon, qui sont des prédispositions aussi auxquelles il faut penser sur des signes un peu atypiques de patients que vous pourriez avoir en consultation, sur lesquels personne ne s'était trop attardé avant. Et puis ces arbres décisionnels qui, pour le syndrome de Lynch, peuvent pas mal aider parce qu'il y a beaucoup de critères à retenir. Et
c'est vrai que les cancers du côlon avec hyperméthylation et mélanchine, on en voit pas mal, alors que on sait que nous, on ne pourra rien faire de plus. Dans les cancers du sein, canalaire infiltrant. Il n'y a pas de recherche de fait. Vous pouvez ouvrir les micros maintenant si vous voulez poser des questions oralement. Donc, oui, s'il n'y a pas d'indication de traitement, si la patiente a eu un cancer du sein triple nég il y a quelques années déjà, on va dire, à 85 ans, il n'y aura pas d'indication à faire une analyse génétique. Par contre, si le cancer vient d'être découvert, là, il y a une indication à faire une analyse génétique à visée theranostique pour savoir si elle pourra bénéficier d'un traitement par inhibiteur de PARP ou non. Ça dépend un peu à quel moment elle est de sa prise en charge. Et, pardon, sur les triple nég, je crois qu'on a dit tout les triple nég. Mais bon, de manière plus précise, les triple nég avec chimiothérapie néoadjuvante à visée theranostique qui sont en cours de prise en charge. Là, il y aura une indication à faire l'analyse génétique. Et pour les triple nég en chimiothérapie adjuvante, s'il y a un envahissement ganglionnaire ou une tumeur un peu grosse, là, ce sera indiqué. Mais si le cancer date il y a plusieurs années et qu'il y a plus d'indication à mettre de traitement par inhibiteur de PARP, après 70 ans et sans autres antécédents de cancer évocateurs dans la famille, il n'y aura pas d'indication. Oui, il y a plein d'exceptions, de critères et de sous-critères, de situations et de catégories. J'espère qu'avec les diapos, ça vous aidera à y voir un peu plus clair ou à les avoir sous la main en consultation. Et puis, oui, voilà, on fait aussi des conférences grand public. Donc, on essaie de recontacter régulièrement les gens sur différents sujets, sur la prévention, pour essayer de moduler le risque, sur les droits des patients. On a fait une fois, et la dernière fois, c'était un témoignage d'une personne qui a présenté un cancer du sein et qui raconte ça en BD. Donc, c'est des temps d'échange pour les personnes avec variation génétique qui ont une surveillance quand même lourde et à long terme à réaliser avec cet enjeu familial qui est un peu lourd à porter. Donc, voilà, on essaie de garder un peu contact avec les patients, même si on commence à avoir une bonne file active, une bonne base de données. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions à l'oral ou encore un petit peu dans le chat. Et sinon, on a remis toutes nos coordonnées. Si vous avez le moindre doute sur une situation familiale, des fois, ce n'est pas toujours tranché d'emblée. On peut répondre facilement par mail. Plutôt que de envoyer et puis qu'on ne retienne pas d'analyse génétique, qu'on ait fait déplacer le patient pour rien, ça nous embête toujours un peu de les avoir vus pour pas grand-chose. Mais après, s'il y a des antécédents à creuser et puis en consultation, on sait que tous les médecins n'ont pas le temps de rechercher toutes les infos sur tous les apparentés. Ça, c'est vraiment notre travail où on demande aux patients s'il est... Enfin, on lui remet une autorisation d'accès au dossier de ses apparentés pour essayer de creuser. Et ben, on vous a remis toutes les adresses là. On vous enverra le diaporama, mais si vous voulez les noter, je suis allée trop loin. C'est là. Hop. Du coup, il y a les adresses du secrétariat pour prendre les rendez-vous plutôt, et après pour demander avis, ça peut être les adresses mail des oncogénéticiens. Donc, il y a moi-même, il y a Manon Reda qui est oncologue de formation et qui s'est formé un peu à la génétique au CGFL, Benoît Mazel qui est notre docteur junior qui va pas mal reprendre d'activités oncogénétiques, Laurence Fèvre qui fait beaucoup moins d'activités oncogénétiques, qui était là au début quand le service s'est lancé, mais maintenant qui m'a pas mal donné la main. Et puis les conseillers en génétique aussi qui sont disponibles pour vous répondre. Vous pouvez faire une capture d'écran de cette diapositive pour avoir nos adresses sous la main.
Et puis, on peut voir aussi facilement les patients à Chalon, Mâcon, Nevers-Auxerre. Bon, les délais sont un petit peu plus longs parce qu'on y va moins fréquemment. Mais pour les patients qui ont vraiment du mal à se déplacer, ça peut être un bon compromis. Voilà, est-ce qu'il y a des dernières questions? J'espère que ça vous a éclairé. Est-ce qu'on peut ajouter autre chose? Je pense que tu as fait pas mal de choses déjà. Voilà, et puis s'il y a d'autres nouveautés, évolutions dans la pratique en génétique, on vous tiendra au courant. Voilà. C'est pas ce que vous voyez tous les jours, mais c'était bien, je pense, qu'on fasse une petite présentation. Et on essaiera d'en faire régulièrement, mais du coup, si vous avez des idées précises, des besoins, n'hésitez pas. Merci à vous, c'est gentil. Je vois tous les bons messages. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir vous laisser profiter de votre soirée. Et puis, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard. Et puis, voilà, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.